Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis une autrice argentine qui habite à Angoulême. Et il y a 5 ans, qui fait 4 romans graphiques déjà. Bonjour Soleil Otero. Bonjour. Et merci d'être avec nous à l'occasion de la sortie de ta nouvelle bande dessinée qui s'appelle Walicho. Oui. Je le prononce bien? Oui. Aux éditions Ça et Là, réalisé en partie à la Maison des Auteurs de la Cité de la BD à Angoulême. Alors, tu avais sorti Naphtaline il y a 2 ans, déjà réalisé à la Maison des Auteurs, prix du public au Festival 2023, on en reparlera. Et tu fais également partie des autrices qui ont collaboré au livre Bouchée double qui accompagne notre exposition Croquet au musée de la BD. Tu avais travaillé sur la question de la cuisine du futur aux côtés du grand chef Mauro Colagreco. On va reparler de tout ça. Mais d'abord, donc, l'actualité avec la sortie de Walicho il y a quelques semaines, très gros et beau livre, 376 pages. Alors d'abord, il faut peut-être préciser que ce sont 9 petites ou moyennes histoires. Et pour comprendre un peu le fil rouge de tout ça, il faut que tu nous expliques ce que veut dire ce mot Walicho en argentin. Walicho, c'est un mot qui vient de la langue mapudungun, que c'est la langue qui parle mapuche au sud de l'Argentine, à la Patagonie. Au début, dans la langue mapudungun, ça signifiait quelque chose comme un esprit mauvais. Il ne parle pas d'une chose exacte, c'est comme une espèce de sentiment de quelque chose de bizarre et pas bon. Et ça peut parler d'un endroit, d'un arbre, d'une maison, d'une personne. Mais ça a été à la langue originale. Quand les gauchos sont arrivés à la Patagonie, ils ont appris, c'est-à-dire les mots. Et Walicho ou Walichu, ça signifiait le démon, le Satan. C'est une autre façon de parler du démon. Et après, dans la langue espagnole, quand ça était arrivé à Rio de la Plata, à Buenos Aires, à Montevideo, les gens ont pris les mots qui s'utilisent beaucoup dans la langue espagnole, mais seulement dans l'Argentine et l'Uruguay, et ça s'appelle des sorcellerie. Oui, c'est ça, c'est exactement une sorcellerie. Ça peut parler d'une sorcellerie d'amour ou d'un maléfice. Oui. Pourquoi avoir choisi alors de traiter, de raconter ce mot à travers 9 histoires, toutes reliées les unes aux autres? On va y revenir, mais à travers 9 histoires. Parce que je pense que les histoires de mots, la étymologie des mots, comme c'est parlé à certains moments avant de l'arrivée des Espagnols, pendant les périodes de la colonisation et au présent, comme ces mots ont perdu un peu la racine, mais tout le monde le dit. Et c'est vrai qu'ils sont propres de la région parce que si je dis Walicho en espagnol, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'en Espagne, le mot, on ne comprend pas? Non. Ça reste qu'en Argentine, en fait. Oui, c'est seulement en Argentine. Si tu le dis en colombienne ou en péruvien, ça dirait un peu pour eux. Et les histoires, elles se déroulent sur plus de 300 ans, avec un espèce de fil conducteur entre ces 9 histoires, qui sont 3 sœurs qui traversent le temps. Il y a un bouc aussi au milieu avec des pouvoirs magiques. Qui sont ces 3 sœurs et qu'est-ce qu'elles incarnent pour toi? Je pense que c'est une façon de parler. Pendant les périodes que j'étais en train de lire les livres, j'ai lu le livre de Mona Chollet, Sorcières, et j'ai trouvé que pour moi, ces sorcières sont peut-être mon arrivée à un certain âge de façon célibataire, sans famille. Et oui, c'est un peu symbolique pour moi, c'est ça. Oui, parce que c'est des sorcières en fait. Oui, c'est des sorcières. Mais c'est une façon de faire les sorcières un peu cool d'une façon, mais c'est un peu ambigu, je ne sais pas comment dire. Ambigu, ouais. Oui, et s'ils sont de bonnes personnes, de mauvaises personnes. En tout cas, c'est des personnes libres, oui. Notamment vis-à-vis des hommes. Oui, un peu cruels dans quelques moments, et dans d'autres moments, ils sont très bien, mais oui, c'est ça, c'est un peu ambigu. Et ce bouc, il représente quoi? Ce bouc représente un peu, c'est un peu un symbole de la sorcellerie européenne. C'est l'animal qui
a toute l'énergie de vie de ces sorcières et c'est l'animal qui a la puissance. Mais oui, c'est une figure un peu plus européenne qui parle de la rive de l'européenne à l'Amérique du Sud et que ça c'est aussi important pour la constitution de la sorcellerie en Argentine. Une nouvelle fois, comme dans ton précédent livre, on va en reparler après, mais c'est les secrets, il y a des secrets qui planent. Les secrets ont une place importante dans le livre. Oui, je pense que pour faire ce livre, c'était exactement le challenge, la difficulté. Parce que dans les autres livres que j'ai fait, je parlais beaucoup, j'expliquais tous les personnages. J'étais très intéressée à expliquer pourquoi les personnages sont comme ci ou comme ça. Mais dans ce livre, il faut faire un effort pour moi pour ne pas dire des choses. Parce que dans ce livre, il y a plus de choses qui ne sont pas dites, plus de choses qui sont laissées à l'interprétation du lecteur. Dès le départ, tu savais et tu voulais faire un récit féministe, fantastique, onirique. Je voudrais faire un récit d'horreur, un peu drôle par moment. C'était un peu l'idée parce que j'ai des anecdotes que je voudrais utiliser à les livres qui sont un peu drôles. Et les féministes, c'est pas une chose que je veux faire. Chaque fois que je commence un livre, ça m'arrive naturellement. Je pense que parce que ça, c'est la façon, mon propre façon de voir la vie, le féminisme, certaines façons de penser la politique, le colonialisme et tout ça, oui, c'est les choses que je pense et c'est là pour ça. Alors si on rentre dans le détail des histoires, il y a une aventure maritime, les confessions d'un quadra et de ses problèmes sexuels, très drôle, un conte horrifique, un récit épistolaire par email, une nouvelle gothique, la chronique d'un couple, le journal intime d'une préado, un interrogatoire policier, une discussion entre copines, tout ça en fait des allers-retours entre différentes époques. Avec lequel tous ces récits t'as pris le plus de plaisir, lequel t'as pris le plus de plaisir à raconter? C'est vrai que pour moi, les journaux de la préado et l'histoire de cette femme qui s'est enfermée chez soi, ils sont les histoires que j'ai laissées pour le dernier moment parce que j'ai pensé que ça va être très, très difficile à dessiner ou très ennuyant. Et au fond, c'était bien. Mais oui, mais l'un qui c'était le plus important et tout, c'est Hualichos. C'est l'histoire qui donne le nom au livre. Si on parle de ton style, de ton dessin, que les lecteurs français avaient déjà découvert dans Naphtaline, j'ai l'impression qu'il se prête encore plus et encore mieux à ce récit avec ses cases déstructurées, ses personnages tout en rondeur, un peu difformes. Comment tu travailles ça et est-ce que tu l'as encore plus affirmé dans ce livre-là? Oui, j'essaie de le faire plus en plus parce que ça, c'est une façon de faire la page qui me donne beaucoup de joyance quand je descends. Je trouve que de faire une page avec je ne sais pas, 6 cases et tout de la même façon, je trouve ça un peu ennuyant. Et pour moi, de voir une page et de trouver une façon de raconter les choses qui arrivent dans la page d'une façon différente, c'est une façon de me faire plaisir dans les moments de faire la page. C'est toi qui as fait tes couleurs aussi? Oui. Parce que pour chaque époque, il y a une couleur très différente et elles sont encore plus importantes dans ce livre, les couleurs, ce qui marque vraiment les différents récits, les différents styles. Oui, ça c'est une chose que j'ai planifiée devant. Toujours, je mets beaucoup d'attention à la couleur. Ça c'est vraiment important pour moi. J'étudie beaucoup la façon d'utiliser les couleurs pour un récit, surtout dans le cinéma, mais j'essaie de l'appliquer à la BD. Et pour moi, c'était important de marquer la différence entre les 9 récits de quelque façon qui sont les couleurs, la forme de la case, et la forme d'écrire les textes, et tout ce que je peux trouver pour faire une différence entre les différents 9 récits, je l'ai fait. Ce dessin-là, est-ce que le succès de ton précédent livre et l'acceptation finalement par le public de cette forme de dessin et de construction de la page assez différente de ce qu'on peut lire d'habitude, est-ce que ça t'a encore plus renforcé? Je ne sais pas si c'était le public ou l'acceptation du public, mais j'étais contente avec les dessins de Naphtaline. Moi-même, avant d'avoir gagné le prix ou avoir été publié, j'étais contente avec la façon de dessiner et de toute façon, c'est de faire des différentes cases et d'explorer. C'était incroyable.
les ressources narratives de la BD, ils sont déjà dans mon premier livre, mais je pense que j'ai progressé. Et oui, c'était ça. Mais oui, de toute façon, le prix était important et ça m'a donné d'énergie pour continuer, mais surtout avec la BD que je suis en train de faire maintenant. Parce que quand j'ai commencé à faire Walicho, je n'ai pas encore gagné le prix d'Angoulême. La BD que tu es en train de faire maintenant, c'est une BD jeunesse. Je suis en train de faire un BD jeunesse, mais je suis aussi en train de faire mon propre prochain roman graphique. Et je fais les deux choses en même temps. Je suis un peu dans les périodes d'écriture et de storyboard de mon propre BD. Et maintenant, au même temps, je suis en train de finir la BD jeunesse avec une scénariste, Anaïl Allard. Une BD jeunesse qui sera une série, je crois, ça, en plusieurs série, tomes. Oui. Qui racontera quoi? Et c'est aussi une histoire de sorcières, mais c'est une histoire un peu pré-ado, des sorcières qui sont... C'est un peu une histoire, oui, de l'amitié, de la compétence dans une école de sorcières et dans une île. C'est une histoire drôle et je la trouve très, très attachante. Alors si on revient à ce prix dont on parlait, donc ce prix du public au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, c'était pour ce livre Naphtaline, BD qui t'a révélé au grand public français. Tu as raconté une partie de ton histoire familiale à travers ce personnage principal qui retournait en Argentine au début des années 2000 sur les traces de sa grand-mère disparue. Et déjà, la narration se faisait sur plusieurs époques. C'est quelque chose que t'aimes aussi, comme ça, traverser les époques avec tes personnages? Oui, je l'ai fait déjà à mon première BD, qui s'est pas publiée en France. Naphtaline, c'est pas la première BD que j'ai publiée en France. C'est Intense que c'est publié avec Presque Lune. C'est une plus petite maison d'édition. Oui. Mais oui, dans ma première BD, c'était une histoire d'une relation qui raconte les moments présents et les moments passés. Et j'ai toujours trouvé ces façons de raconter des histoires dans 2 ou 3 tomes intéressantes. Mais pour Walicho, c'est pas seulement ça. C'est aussi une histoire chorale. Je disais, tu as aussi participé à ce livre Bouchée double qu'on a édité à la Cité de la BD à l'occasion de l'exposition Croquet. Tu étais associé au chef Mauro Colagreco pour réfléchir à la cuisine du futur. Quelle expérience ça t'a apporté? Oui, c'était merveilleux, surtout parce que j'ai eu l'opportunité de marcher chez lui. C'était une expérience unique. Et après, j'ai visité les terrains où il prépare, où il cultive toutes les choses pour faire la nourriture après. Et c'était une façon de faire de l'art, de la cuisine, un objet d'art que j'ai jamais vu avant. Alors, si on revient à tes débuts, tu as été formé à Buenos Aires, d'abord en design textile. On voyait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, à la Maison des Auteurs, certaines de tes réalisations. Est-ce que tu continues aujourd'hui à travailler de la broderie? Oui, je suis en train de faire cette murale. Mais oui, c'est pas complet, les projets. Je suis encore en train de le faire. Je pense que ça va me demander 1 an ou 2 de plus. Mais oui, je continue à faire ça sans propos, un peu. T'aimes toujours autant broder? Oui, c'est une chose que je fais toujours quand je regarde la télé. Et oui, ça m'entretient quand je regarde quelque chose à la télé. Et oui, ça va lente, mais... Et qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique de la bande dessinée? Je pense que ça m'a donné des idées pour des dessins, pas des idées, des précisions dans le dessin, parce que, oui, la broderie, c'est une chose très, très lente. Il prend beaucoup de temps de décider où mettre chaque fil. Et avec ça, j'ai trouvé des façons de dessiner qui s'appliquaient à la BD, mais oui, c'est la patience qui ça m'a développé, beaucoup de patience. Enfant, tu lisais de la BD? Oui. Est-ce que tu as grandi en Argentine, je disais? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de BD là-bas, dans le commerce? Est-ce que c'est facile de lire de la BD? Est-ce que tu lisais de la BD aussi peut-être franco-belge? Ça, c'est un peu plus facile maintenant parce que la BD est arrivée à la librairie, mais c'est pas... La BD en Argentine a disparu pour la crise. Et les maisons d'édition ont fermé à ce moment-là et ça a changé la façon de faire la BD en Argentine. Il y a beaucoup d'auteurs, mais surtout les auteurs maintenant font des romans graphiques qui ne sont pas payés. Tout le monde travaille par amour à la BD.
sauf qu'il travaille pour les marchés étrangers. Et il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de BD, mais c'est pas la même taille de la France. C'est pas pareil. C'est moins qu'en Espagne, moins qu'Allemagne. Et c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'argent. Les choses en Argentine, que c'est un peu triste, c'est qu'il est difficile de trouver la BD argentine qui était publiée ici en France dans le passé. Par exemple, de trouver un livre de Breccia ou de Muñoz, ça c'est pas facile de trouver. Mais oui, mais j'ai eu la chance de lire quand j'étais petite Astérix. J'étais vraiment fan d'Astérix et je l'ai lu 1 million de fois avec mes frères. Dans la traduction qui était un peu bizarre, je pense que tous les jeux de mots sont perdus à la traduction, mais bon, j'ai lu beaucoup ça. Un peu de Lucky Luke, Tintin, mais... Ça fait plusieurs années maintenant que tu vis à Angoulême ? Oui. 3 ans ? 4. 4 ans ? 4, presque 100, oui. T'as trouvé ton lieu de création idéal en France ? Oui, mais maintenant j'essaie de faire l'aller-retour entre l'Argentine et la France parce que ça me manque beaucoup l'Argentine. Et j'ai un peu problème avec l'hiver en France. Je n'étais pas habituée à l'obscurité, ça me fait du mal, mais l'été c'est merveilleux. Et tu écris toujours tes BD en espagnol, si je dis pas de bêtises, parce que Walid Cho Oui, je peux pas écrire, mais regarde, écoute, comme je parle français, c'est pas possible pour moi d'écrire. Est-ce qu'un jour tu as envie d'y arriver à écrire en français une BD ? Non, je pense que je pas ces projets, je trouve que ça c'est impossible, non. Je parle mieux en anglais qu'en français, mais je peux pas écrire en anglais encore, non, c'est... Parce que je mets beaucoup d'attention à la subtilité de la langue et pour arriver à ça, oui, il faut que je parle, que j'écris dans ma langue maternelle. Et donc on remercie encore les traductrices et traducteurs qui font un travail formidable sur toutes ces BD qu'on peut découvrir. Et donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à lire Walid Cho, qui est publié aux éditions Ça et Là, à relire pourquoi pas ou à lire tout court Naphtaline, déjà aux éditions Ça et Là, effectivement Intense aux éditions Presque Lune. C'est les 3 BD de Solo Otero qu'on trouve en France. Non, il y a un autre qui c'est Noni, qui était publié avec Mammouth, qui c'est un BD et on avec la des trouve jeunesse. Encore ? Oui. Oui, bon, oui, voilà. Mais c'est jeunesse. Oui. Bon, 4 BD alors à lire ou à relire. C'est le moment, Solé, où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête ? Oui. La première BD que tu as lue ? La première que j'ai lue était le volume 10 de Mafalda, qui était publié en Argentine. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé par la fin de la série. La meilleure BD selon toi de tous les temps ? Je peux pas dire ça pour toute ma vie parce que ça change tous les jours pour moi, mais maintenant, j'aimais bien Building Stories de Chris Ware et j'étais fascinée avec ça. La plus belle couverture de bande dessinée ? Aussi, ça change tous les jours, mais maintenant, je suis fascinée avec la couverture de Hard Tomorrow, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, de Eleanor Davis, et aussi la couverture de How to Be Happy. Je pense que les 2 livres sont publiés en français, mais je ne me rappelle pas le titre. Quel est ton personnage de BD préféré ? Mafalda. C'est toujours Mafalda, oui. Parce que j'ai grandi avec Mafalda et parce que, oui, c'est génial. Ça m'a donné de la énergie pour faire la BD et aussi parce que c'est génial. Mafalda, c'est génial, oui. Quel est ton personnage de BD détesté ? Mon personnage de BD détesté, je ne sais pas si il est connu en France, ça s'appelle Isidoro Cañones, c'est un peu comme un Casanova, un bon vivant qui était part de la BD Pato Russo en Argentine, qui était un peu comme un mec qui a beaucoup de femmes et qui jouait tout le temps au casino et c'était pas bon. Ton super-héros préféré ? Je pense, j'ai lu pas beaucoup de super-héros, mais je pense que c'est Batman, toujours. Oui, j'ai une relation de temps avec Batman, oui. Je l'ai lu quand j'étais petit et j'aime bien son obscurité, l'époque de le Batman un peu dark. Ton super-héros détesté ? Et pour moi, c'est Superman, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai toujours trouvé un peu ridicule d'avoir les culottes. Son slip sur la... Oui, son slip sur le pantalon, c'était un peu... Tu dessines dans le calme ou en musique ? Je dessine pas avec la calme ou la musique. J'ai besoin d'écouter des podcasts.
Ça, c'est la façon pour moi, parce que sinon, je pense beaucoup à des choses pas heureuses et je préfère écouter quelqu'un qui me parle. Couleur ou noir et blanc? Couleur, toujours. Pour moi, le noir et blanc, ça sent un peu comme une chose qui c'est pas fini. J'aime bien les noirs et blancs dans la BD des autres, mais moi-même, j'ai un problème que je la trouve comme si c'était pas fini. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Je pense que c'est Liana Flynn, qui c'est une autrice de BD américaine qui fait un BD que j'aime beaucoup, qui s'appelle Passing for Human, que je pense que c'est pas publié en France. Et les dessins, c'est très très simple, mais l'histoire, je la trouvais très poétique et très profonde, mais je la trouvais pas ici en France. Bon, alors on va la chercher aux États-Unis? Oui, c'était pas publié en espagnol encore. Mais merci beaucoup, Soleil, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup de m'inviter. Soleil Otero. J'espère que c'était compréhensible mon français et désolé pour ça. Parfaitement compréhensible. Et on lit donc notamment Walicho, publié aux éditions Ça et Là en français. Ça a été traduit, ou encore Naphtaline, ou encore Intense. Enfin voilà, toute l'œuvre de Soleil Otero. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.